Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio, ciao ragazzi. Ce soir, comme tous les lundis, tous les jeudis, 30 minutes pour donner son avis. Ce soir, j'avais envie de revenir sur le week-end de foot européen. Il s'est passé plein de choses, des choses très intéressantes, en tous les cas qui m'ont semblé intéressantes. Donc effectivement, on va débuter avec la Ligue 1. Tout d'abord, Nice, la prestation de Nice contre Monaco qui était relativement impressionnante. Et puis, bien sûr, revenir un petit peu sur le classique, sur le OM PSG. Ensuite, j'ai regardé une finale de Coupe de la Ligue en Angleterre, Manchester United contre Newcastle, une finale qui était vraiment très sympa. Et puis alors c'est pas Der Klassiker parce que c'est pas du tout un classique pour l'instant. Le FC Union Berlin ne fait pas encore partie du gratin de la Bundesliga, mais c'était un très très gros choc et le Bayern a remis un petit peu les pendules à l'heure. Donc voilà. En tous les cas, merci à ceux qui sont là. Je vais commencer par la Ligue 1 avec Nice et le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu un Monaco-Nice d'ailleurs. C'était pas un Nice-Monaco, c'était un Monaco-Nice ce week-end. Et c'est vrai que jusque-là, j'avais pas parlé de Nice parce que vous savez, cette espèce d'effet un petit peu rebond lorsque vous vous séparez d'un coach. Donc c'est Digard qui a pris la suite de Favre. Je pense que Favre était un petit peu cramé. Et c'est vrai que Digard a repris l'équipe et a su insuffler un état d'esprit à cette équipe. Et finalement, c'était peut-être ce qui manquait finalement dans cette équipe de Nice, parce que de la qualité, quand on regarde un petit peu l'effectif de Nice, on a de la qualité à peu près à tous les postes. Alors c'est pas du top niveau, mais c'était une très bonne équipe, c'est un très bon effectif sur le papier. Mais pour l'instant, en fait, ni Favre d'ailleurs, ni Vieira préalablement n'avaient su réellement faire prendre cette équipe. Donc c'était pas forcément, je sais pas, un problème de qualité, c'était plus un problème. On a l'impression que c'était que les joueurs, quand ils arrivaient à Nice, se disaient ça y est, on est chez un nouveau riche du football mondial, donc on peut se laisser un petit peu aller. Et puis il n'y avait pas vraiment de ligne directrice dans ce club-là. Là, Digard a su vraiment insuffler quelque chose. Alors il est très très proche des joueurs, déjà de par l'âge. Il a quasi l'âge de certains joueurs. Il est même plus jeune que Dante. Donc ça, c'est le truc un petit peu marrant. Donc il sait communiquer avec les joueurs. Il a les mêmes codes que les joueurs. Les mêmes codes vestimentaires, les mêmes codes en termes de façon de s'exprimer, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il a su fédérer un petit peu... le vestiaire autour de son projet et de son style, et il en tire vraiment la quintessence. Alors il y a eu aussi quelques petits ajustements au mercato d'hiver qui ont fait du bien, on l'a vu avec Terren Moffi. Alors juste je reviens sur les commentaires. Salut Kevin, salut Forza Juve. Bonsoir à tous. Donc je lis les commentaires. Bonsoir à tous. Dur week-end pour moi, grippe et démontada hier soir. Ouais, effectivement. Alors bon, moi j'ai eu la grippe aussi, et je pense que la grippe était plus dure que la démontada, à mon avis. Mais bon. Et les deux meilleurs coachs de Ligue 1 actuellement sont Digard qui débute et celui de Reims, absolument, tout à fait. L'ancien adjoint qui n'a même pas les diplômes et qui a tout appris sur Football Manager, mais qui fait un travail incroyable à Reims. Donc voilà, ouais, non, mais c'est cool, hein. Ça, en tous les cas, ça donne de la fraîcheur en Ligue 1. Ces deux nouveaux coachs. Donc c'est très très cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc effectivement, si on reprend un petit peu Nice, je pense que Digard a réussi à leur insuffler un état d'esprit. Et maintenant, en fait, Nice est là pour faire mal. Et ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais quand on regarde le match Monaco-Nice, ils n'ont joué qu'en contre.
Ils ont laissé plus ou moins la balle à Monaco. Les 3 buts, on a l'impression que c'est des copier-coller. Hein. Terren Moffi qui part dans le dos. Alors bon, la frappe de Thuram, c'est pas un contre, mais en fait, à la base, l'action, elle est contrée. Enfin, c'est un contre. La frappe est contrée, revient dans les pieds de Thuram, je crois, ou alors c'est un centre en retrait. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est encore un contre. Et ils se sont fait prendre comme ça, pas seulement sur les 3 buts, mais sur 5 ou 6 fois. Donc, et d'ailleurs, c'est très souvent Dante qui fait les relances, qui sont vraiment décisives. Dante qui est vraiment incroyable à son âge, hein, je crois qu'il a 39 ans. Il a encore un niveau qui est vraiment très très élevé. Donc je pense que effectivement Nice a trouvé un petit peu son rythme de croisière, et il est très probable que Nice accroche en tous les cas le wagon de l'Europe. Hein. Enfin, en tous les cas, s'ils continuent sur cette lancée, je pense quand même qu'ils vont rattraper. Alors ils sont à 41 points, donc pour la Ligue des Champions, ça semble compliqué parce que je pense que bon. On va en parler après, mais Paris s'est un petit peu détaché. Ensuite, ce sera une bataille entre Monaco et Marseille pour la 2e place. Et enfin, pour la 3e place, je pense que Nice est un petit peu loin. Ils sont à 9 points, je crois, de la 4e place et de la 3e place. Donc la Ligue des Champions, ça va être compliqué. En revanche, l'Europe, l'Europa League ou même la Conference League, je pense que c'est faisable. Donc, en tous les cas, ils ont tout intérêt à bien terminer. Parce que je pense que Ineos, avec la vente de Manchester United, etc., ils se sont positionnés. Si Nice veut garder son énorme investisseur, ce serait bien de commencer à avoir des prestations qui sont dignes de ce nom, parce que depuis qu'Ineos a racheté, c'était très honnêtement un gâchis phénoménal. Alors Ineos n'a pas investi non plus des milliards dans le GC Nice, mais ils ont quand même construit un effectif, franchement, qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je pense que Nice va attraper la 4e ou la 5e place, à mon avis, s'ils continuent comme ça, mais ça a l'air vraiment d'être bien parti, parce que maintenant ils savent comment jouer en fait. Ils ont un état d'esprit, et en plus ils ont un plan de jeu qui est assez clair. Ils se prennent pas la tête, ils sont pas là pour se prendre pour d'autres. Favre essayait vraiment de les faire jouer, de leur donner un style de jeu, ça n'a jamais pris. Là, Digard, il leur demande juste d'être très compact, très agressif, et de contrer très très vite. Et comme ils ont des joueurs de talent en contre, ça fait des très grosses différences. Hier, on l'a vu, c'est assez impressionnant. On continue avec la Ligue 1. Alors, Monaco, par contre, dure semaine. Ils sont encore en Conference League. S'ils gagnent, ils vont en Europa League la saison prochaine. Oui, tout à fait. S'ils gagnent la Conference League. Alors, attention, hein, d'ailleurs, je ne connais pas le tableau. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être que sous l'impulsion de Digard, est-ce que ils vont tout d'un coup se transcender et puis vraiment aller chercher la Conference League. Franchement, ce serait top. Hein. Regardez ce que ça a donné à l'AS Roma l'année dernière. C'était une fête incroyable dans Rome. Franchement, c'est cool. Je pense que pour Nice, c'est un club historique de la Ligue 1 qui a gagné de nombreux championnats, mais il y a très très longtemps. Des coupes de France, alors c'était il y a un petit peu moins longtemps, je crois qu'ils ont gagné une coupe, c'était dans les années 2000, donc voilà, mais je pense qu'un titre européen, ce serait retentissant pour Nice, hein, ce serait incroyable, donc s'ils peuvent le faire, franchement, j'espère que Digard va y aller à fond, et va pas jouer les petits bras pour jouer l'Europe, comme on disait la semaine dernière, participer au championnat pour accrocher l'Europe, et une fois que vous y êtes, ne pas jouer l'Europe parce que vous avez peur de ne pas vous qualifier pour l'Europe la saison suivante, là, on est dans un vortex de bêtises qu'on comprend pas. Donc voilà. Donc on continue avec la Ligue 1. Paris se réveille, effectivement. C'était un petit peu le qui tout double. Hein. Donc avant le match, avant le match, il y avait donc 52 points pour l'OM et 57 pour le Paris Saint-Germain. Donc il y avait 5 points d'écart. Donc c'était un petit peu qui tout double. C'était soit l'OM revenait à 2 points, et là il y avait une vraie course pour le titre, une course au titre qui se lançait, qui était haletante jusqu'à la fin, certainement. Ou alors
effectivement, Paris gagnait et il prenait 8 points. Donc c'est ce que disait Roland Courbis, c'est un peu les matchs à 6 points, d'accord? Quand en tous les cas le premier et le deuxième se rencontrent, ou en tous les cas deux clubs qui sont directement en concurrence pour une place, c'est vrai que ça peut donner des matchs à 6 points, parce que finalement, au lieu d'être à 2 points ce soir du Paris Saint-Germain, ils sont à 8 points du Paris Saint-Germain, donc oui, il y a 6 points d'écart. C'est pareil, Monaco a raté le coche, parce que très clairement, là, ils sont à 50 points, je crois, Monaco. Monaco, s'ils avaient gagné hier, ils seraient passés deuxième du championnat à 53 points. Donc c'était pas le match à perdre contre Nice, c'était vraiment pas une bonne idée. Surtout que Monaco était très très impressionnant ces dernières semaines. Donc voilà. Bon, alors, à part en Europe, parce qu'on a vu que c'était une catastrophe cette semaine, la Coupe d'Europe en France, enfin pour les clubs de Ligue 1, c'est dommage parce qu'ils étaient tous là au printemps, et puis en un seul tour, tout le monde disparaît excepté Nice, parce que Nice ne jouait pas. Donc j'espère que ça va bien se passer pour le prochain tour de Conference League, parce que Nice était tête de série, donc n'avait pas à jouer. Donc voilà, donc effectivement, Forza Youth qui nous dit Paris peut dire merci à Mbappé, c'est ouf la dépendance à Mbappé. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que toute équipe normalement constituée aura une dépendance à Mbappé. Mbappé est, pour moi, et je le dis, j'ai pas d'affinité particulière avec le Paris Saint-Germain, si ce n'est que je suis né à Paris et que j'ai passé pas mal de temps effectivement au Parc des Princes. Vous savez, quand vous êtes licencié de football, vous avez des places, donc c'est vrai que je suis allé très souvent au Parc des Princes, mais je suis pas supporter parisien. Ça change pas que pour moi Mbappé à l'heure actuelle c'est le meilleur joueur du monde. Je vois pas qui pourrait lui prendre ce titre-là. Je ne mets absolument pas Haaland dans la discussion, parce que je pense que c'est le meilleur numéro 9 du monde, Haaland, mais c'est pas le meilleur joueur du monde en tant que tel. Il n'est pas aussi complet que Mbappé, qui sait marquer, faire marquer, avoir une influence sur le jeu, inquiéter toute une équipe. Il y a des équipes entières qui ne savent plus comment il s'appelle quand Mbappé est sur le terrain. Donc voilà. Donc je pense que toute équipe normalement constituée en 2023, si tu as Mbappé dans ton équipe, tu es Mbappé dépendant, parce qu'il fait des différences qui sont incroyables. Hier encore, il y a des moments sur les actions, sur les buts, on a l'impression qu'il joue contre des enfants, quoi. Donc là, il est qu'au début de sa domination, il a 24 ans. Je pense qu'il a 5-6 ans de domination vraiment monstrueuse sur le football mondial. Je pense que là, il est parti. S'il n'a pas de blessure, et j'espère pour lui qu'il n'aura pas de blessure, je pense qu'il est parti pour dominer le football mondial. Alors, peut-être pas au niveau de Messi et de Ronaldo, qui ont eu une longévité et des performances, surtout dans la longueur incroyable. Il faut bien comprendre que ce qu'on a vécu avec Messi et Ronaldo est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le football, et qui probablement, très honnêtement, n'arrivera plus jamais dans le football, pas à ces niveaux-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Messi a marqué 92 buts en une saison. Enfin, c'est des statistiques, même à FIFA ou à PES, vous n'arrivez pas à les mettre, en fait, ces 92 buts en une saison. C'est très compliqué. Alors, quand vous jouez dans un club comme le FC Barcelone, et que vous jouez la Ligue des Champions, que vous la gagnez et tout, et que vous marquez 92 buts, c'est incroyablement incroyable, je veux dire. Un petit point dans les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, mais il y a West Ham, la Lazio, Villarreal aussi en Conference League. Alors on revient sur Nice. Effectivement, ça va être un petit peu chaud. Il y a du lourd en Conference League, on dirait pas, mais il y a du lourd. Paris peut dire merci. Pourtant, ce soir, il y a le trophée The Best, et entre Messi, Mbappé et Benzema, c'est Messi qui veut l'avoir. Alors oui, mais bien sûr. Mais on sait bien que les années de Coupe du Monde, la Coupe du Monde accapare tous les regards. Mbappé a fait une prestation en Coupe du Monde, et en particulier en finale, qui est époustouflante. Le problème, c'est qu'il n'a pas soulevé la coupe. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, soi-disant contre Martinez, le meilleur gardien du monde pour les pénaltys, il en a marqué 3 dans la même soirée, des pénaltys. Et il a mis une reprise de volée. Franchement, celle-là, fallait avoir... fallait être équipé pour la mettre. Donc voilà, non, franchement, malheureusement, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. S'il avait gagné la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, The Best, tout ce que tu veux, de toute façon, c'était pour Mbappé. On le sait. C'est pour Messi. C'est pour Messi. Par contre, pour lui, Paris, ça va être trop petit.
comme la Ligue 1. Oui, alors oui, probablement, mais je sais. En fait, j'étais en train de réfléchir où est-ce qu'il pourrait aller. Excepté le Milan, je vois pas trop de clubs. Non, je rigole, hein, c'est une blague, bien sûr. En fait, vraiment, je me demande parce que je sais pas si le Real est le club qu'il lui faut. Je suis pas sûr que le Real dans les prochaines années soit très très compétitif. Alors ils font des investissements un peu stratégiques avec le Hendrick là par exemple du Brésil, mais est-ce que ça va vraiment marcher comme Vinicius? Je sais pas, peut-être. Hein. En tous les cas, ça a bien fonctionné avec Vinicius, donc pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient la structure le Real pour réellement être le club dominant dans le futur. Donc je le vois bien en Angleterre, mais je le vois pas. Bon, bah déjà pas à City, hein, parce que je pense pas que Paris veuille vendre sa star à City. Après, bon, Mbappé peut signer gratuitement d'ici peu de temps à City. Mais oui, alors tout à fait. Je suis en train de lire d'un œil les commentaires. Moi, je le dis depuis très longtemps, je le vois à fond à Liverpool. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va dire que ça collerait absolument à ce qu'il faudrait à Mbappé pour s'épanouir. Le gros problème, c'est le montant du salaire et le montant du transfert éventuel si Liverpool veut le recruter au Paris Saint-Germain avant que Mbappé soit libre. Le problème, c'est que Liverpool, normalement, ne fait pas ce genre d'investissement. Mbappé, si tu le veux, là, après son transfert du Paris Saint-Germain, si tu le veux, je pense qu'il va falloir que tu payes un salaire de 30, 40 millions d'euros, je pense, par saison. Donc Liverpool, normalement, ne fait pas ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je suis un peu circonspect. Voilà, ce que Crécor le Droudieu, bravo, bienvenue. Liverpool n'alignera pas un euro. S'il ne vient pas libre, il ne viendra pas. Oui, c'est sûr de toute façon que Liverpool mettra pas 200 millions sur un transfert, c'est jamais arrivé. Le plus gros transfert, je pense que ça doit être Van Dijk, qui doit être aux alentours de 80 millions. Mais c'était très bien investi. Enfin bon, là, ces derniers temps, moyen, mais en tous les cas, pendant 3 ans, c'était plutôt pas mal. Je pense pas qu'ils mettent 200 millions sur un transfert. Là, par exemple, ils n'ont pas réussi à garder Sané et Salah. Mané, pardon, et Salah. Donc, je pense pas que Liverpool puisse... Ils viennent de recruter Darwin Núñez, 110 millions d'euros, il a un gros salaire. Si vous recrutez Mbappé en plus avec un salaire à 40 ou 50 millions d'euros, je sais pas si Liverpool a l'air insuffisamment solide pour ça. Et puis je sais pas si c'est bien la stratégie du club. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce soit ça. Après, ça peut être, et je vais en parler juste après, pourquoi pas, ça peut être United. Hein, United se cherche vraiment une superstar. Alors ils ont Rashford, ils ont Bruno Fernandes, ils ont des joueurs comme ça, mais une superstar ils ont pas. Ils ont plus de Ronaldo, ils ont plus de Eric Cantona, ils ont plus de, vous voyez ce que je veux dire, ce type de superstar. Donc pourquoi pas? Ils ont essayé Cristiano Ronaldo, mais c'était un peu du réchauffé. Hein. Donc je pense qu'un Mbappé, ça peut être pas mal. Donc voilà. En tous les cas, Paris se réveille. Ils ont mis les points sur les i. Mbappé, hier, il a tout fait. Il a fait 2 buts, passes décisives. Paris a été solide. Ils se sont réveillés. De toute façon, très clairement, intrinsèquement, c'était pas normal que Marseille marche comme ça sur Paris. La qualité de l'effectif de Paris, c'est quand même normalement très au-dessus de celle de Marseille. Et puis surtout, il y a un truc qui s'est passé hier, et ça je pense que c'est important de le noter, c'est que Neymar n'était pas là. Et quand Neymar n'est pas là et qu'il y a Mbappé, Messi qui sont aux commandes de l'équipe, en fait, c'est beaucoup plus fluide le jeu. Neymar, en fait, il vient parasiter un petit peu l'entente entre les deux. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec Messi, c'est pareil, ça marche pas très bien. Mbappé tout seul avec Neymar, ça marche pas très bien. En revanche, Mbappé, Messi, plus tout le reste de l'équipe dédiée à ces deux joueurs-là, franchement, ça marche bien parce que Mbappé et Messi sont pas, ils sont plutôt intelligents en fait, contrairement à Neymar qui de temps en temps, très honnêtement, est un petit peu limité en ce sens qu'il se laisse emporter par ses envies sur le terrain. Il ne fait pas forcément toujours le geste ou la passe que le jeu dicte. Messi et Mbappé, beaucoup plus. Quand il faut faire une passe, ils font une passe, quoi. Alors,
Crécor Le Droudieu nous dit ils ont Maguire à Manchester United, hein, on revient, mais oui, alors c'est vrai qu'ils ont Maguire comme superstar, donc peut-être ils n'ont pas besoin d'Mbappé, t'as tout à fait raison, elle est très bonne celle-là. Donc voilà. En tous les cas, la Ligue 1 est un petit peu passant dessus-dessous, mais Paris a remis le pied sur l'accélérateur et de l'autre côté, Nice, lui, a freiné Monaco et est en train de faire une remontée fantastique. Et puis finalement, ça a rendu service aussi à l'OM hein, que Nice gagne. En tous les cas, c'est marrant parce que donc il y a Paris et puis après derrière les trois équipes qui sont vraiment très en forme derrière Paris. C'est les trois équipes de région PACA. Hein. Donc voilà, Nice, Monaco et Marseille. Ils sont tous à peu près en 120 km à peu près sur la côte. Donc franchement, je sais pas si c'est arrivé une fois parce qu'on va peut-être avoir un quatuor en fin de saison. Premier Paris et puis ensuite Marseille, Monaco et Nice. Alors je ne préjuge pas de l'ordre, hein, mais je pense là quand même que Paris a mis une accélération définitive et que ensuite ça va jouer entre les trois clubs du Sud et peut-être Lens qui va venir un petit peu chatouiller tout ça. Donc voilà. En tous les cas, ça c'est pour la Ligue 1. Mon avis en tous les cas sur la Ligue 1, je pense que la blessure de Neymar est salutaire pour le Paris Saint-Germain. Et avant le Bayern, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Mais bon, le Bayern, on a le temps d'en parler. Hein, c'est le 8 mars. On va en reparler. D'ici là, il y a au moins 2 émissions entre-temps. MU is back. Oui, pourquoi ? Parce que hier, effectivement, j'ai regardé ce match, cette finale de Carabao Cup, de Coupe de la Ligue anglaise, dans un Wembley absolument superbe. Je ne sais pas si vous avez vu le lancement du match, avec ce tifo incroyable, la moitié du stade en blanc et noir, l'autre moitié en rouge. Franchement, c'était incroyable à voir. C'était vraiment génial. Alors, un petit commentaire quand même pour terminer pour la Ligue 1. Par contre, en Ligue 1, les pauvres Lorientais qui étaient bien sur le podium en Ligue 1, qui perdent leurs 3 meilleurs joueurs et du coup, 8e maintenant, dur. Oui, après, tu sais, c'est très fréquent que Lorient, en début de championnat, soit plutôt très performant. Ils prennent très souvent beaucoup de points en début de championnat, mais ça c'est même une tradition qui date d'il y a longtemps, même à l'époque avec leur entraîneur le druide là, comment il s'appelait ? Le père de Gourcuff, voilà, Gourcuff. En fait, très souvent, il gagnait énormément de points en début de championnat et puis ensuite, ça se tassait un petit peu. Hein, donc voilà, bref. MU is back. Oui, donc ce match, franchement sympathique. Et en fait, à la fin du match, je me suis dit, mais en fait, là, c'est peut-être la première finale d'une grande, on va dire, d'une grande série entre les deux clubs. Parce que je me dis, bon, Arsenal, ils sont là un petit peu par hasard. Cette année, ils jouent très bien, c'est très sympa, mais on voit que leur effectif est un petit peu court. Ils vont peut-être gagner le championnat d'Angleterre, et je leur souhaite, hein, parce que après cette traversée du désert de 20 ans, pratiquement, hein, c'était 2004 le dernier, effectivement, je leur souhaite vivement. Je sais ce que ça fait, et donc je sais que ça va leur faire plaisir de regagner un titre. Ça change pas que je ne vois pas Arsenal dominer à très long terme la Première Ligue. Ils sont pas équipés comme les autres superpuissances de la Première Ligue, hein, parce que je vous rappelle que la finale là, qui a opposé Manchester United à Newcastle, c'est le club le plus rentable du monde, c'est Manchester United, qui va peut-être devenir propriété qatari, contre Newcastle, qui est propriétaire du plus gros fonds d'investissement jamais entré dans le football, qui est un fonds d'investissement saoudien, et en phase 2, il y a Manchester City, Arsenal là-dedans, et Chelsea, avec un milliardaire qui dépense sans compter, et qui fait même d'ailleurs n'importe quoi. Arsenal, au milieu de ces quatre-là, ça risque d'être un petit peu court. Et on le voit un petit peu, leur effectif est un petit peu court comparé aux autres mastodontes de la Première Ligue. Là, pour l'instant, ça tient. Comme, je sais pas, Milan l'année dernière, ça a pu tenir. Ça change pas que je les vois pas faire une dynastie et gagner 3 titres d'affilée. Donc, je pense très sincèrement que Manchester United est de retour. Ça faisait donc 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Hein. Le dernier, c'était avec José Mourinho, un vrai titre, hein, parce qu'il y a le Community Shield, mais Community Shield, c'est pas un titre. Enfin, c'est comme si vous disiez que le Trophée des Champions, c'était un titre. Hein, donc voilà. Et
Et en l'occurrence, ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre depuis la Ligue Europa avec José Mourinho. Et puis, on voit que dans le jeu, dans la structure, dans le sérieux que les joueurs s'appliquent, et tout ça grâce à un homme, c'est Erik ten Hag, Manchester United est de retour. Est attractif. Ils ont fait des recrutements qui étaient intelligents. Oui, c'est cher Casemiro, mais vous voyez le travail qu'il fait, la sérénité qu'il amène à l'équipe, comment est-ce qu'il les rassure et tout. Franchement, c'est monstrueux ce que fait Casemiro. C'est vraiment génial. Bruno Fernandes n'a plus le poids de l'équipe sur le dos. Il y a Rashford qui est revenu au sommet, et certainement, probablement grâce à Erik ten Hag. Il y a aussi... Anthony qui donne un petit peu de folie, les défenseurs sont devenus des très bons défenseurs, Maguire est enfin sur le banc, donc ça fait plaisir, et ils ont surtout des joueurs qui savent gagner, comme Varane, Casemiro, qui c'est qu'il y a encore, ce sera essentiellement eux, mais c'est déjà pas mal, donc voilà, et ça a fait la différence avec Newcastle. Newcastle, on va dire, hier en fait, Newcastle a appris, et Manchester United a montré comment est-ce qu'on gagnait, parce que franchement, ils ont maîtrisé le match de A jusqu'à Z. Franchement, ils les ont dominés tout le temps, alors que Newcastle fait une super saison, est vraiment bon quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce que j'ai vu, et ça me donne plein d'espoir pour Manchester United pour le futur, surtout si les Qataris les rachètent. En tous les cas, s'il y a des très gros fonds qui arrivent, parce que ça peut être Ineos, ça peut être n'importe qui rachète Manchester, on verra bien. Un petit peu dans les commentaires, Karius le pauvre, il a encore pris cher hier. Par contre, côté United, le monstre Casemiro, tout le monde s'est moqué de United sur le transfert. Ils ont eu le nez creux, ouais, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Et Karius a fait plutôt un bon match, hein. Honnêtement, ok, bon, il a pris 2 buts, mais les 2 buts, il y peut pas grand-chose. En revanche, il a fait plutôt pas mal d'arrêts, donc non, il a fait plutôt un bon match. Et le possible rachat de United par les Qataris, dit Kevin. Oui, on en a parlé. Si Ten Hag et Emu continuent comme ça, d'ici 2 ans, ils sont de retour dans la bataille à la victoire de la C1. Alors, je suis content pour ton enthousiasme. Déjà, j'aimerais bien que Manchester United soit de retour pour la bataille pour la Première Ligue. Ce serait déjà pas mal. Commencer par ça. Après la bataille pour la C1, pour l'instant, ils sont pas éligibles, on va dire. D'accord. Honnêtement, ils n'ont pas encore montré qu'ils pouvaient se battre pour la Champions League. La Champions, c'est quand même un niveau au-dessus encore de Manchester. Mais déjà, s'ils peuvent se battre pour le championnat, comme le fait Arsenal cette année, Arsenal, vous les mettez en Ligue 1, là, en Champions League, là, en 8e de finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils passent pas. Ils passent pas un tour quasi contre personne, honnêtement. Mais ça change pas qu'ils jouent la Première Ligue, parce que justement ils ont un calendrier qui est un petit peu plus léger que les très gros clubs qui sont en Première Ligue, qui sont en Champions League. Et puis aussi en plus ils ont un truc, c'est que ils ont eu moins de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc ça fait une grosse différence cette saison. Donc Arsenal, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, et j'aimerais bien que Manchester fasse à peu près la même chose. Alors, d'ici 2 ans, et comme premier transfert des Qataris, Mbappé à United, bah oui, je pense, ça serait possible qu'ils se auto-rachètent leurs joueurs. Ça pourrait être marrant. Donc voilà, sachant que officiellement, ce ne sera pas les mêmes propriétaires. D'accord, ils vont faire un montage pour que ce soit le cousin qui utilise des fonds pas de QSI, mais d'un autre fonds d'investissement, bien entendu. Ils vont faire les choses bien, les Qataris font les choses bien à ce niveau-là. Titom Rue, salut, bienvenue, bienvenue à Buenos Aires Calcio. Donc Manchester United, pour moi, c'est peut-être le lancement d'une nouvelle ère, parce que Manchester City probablement va prendre très très cher par la Première Ligue, va disparaître un petit peu des radars, je pense. On verra bien, mais il y a de bonnes chances, avec leurs 113 infractions au fair play financier de la Première Ligue, pour que Manchester City soit probablement relégué, ou en tous les cas très fortement sanctionné. Donc ils vont disparaître un petit peu des radars. Probablement il va y avoir des transferts, parce que je pense que ça va être compliqué, par exemple, d'expliquer à Erling Haaland que il va pas jouer la Ligue des Champions pendant 3 ans parce qu'il faut aller défendre Manchester City en Championship avec 24 clubs, jouer 80 matchs par saison. Je pense pas que ça va l'amuser. Donc à mon avis il va se faire transférer. Derrière ça va être assez compliqué de reprendre le dessus. La Championship est un championnat qui est extrêmement difficile. Alors là j'extrapole
j'extrapole un petit peu, bien entendu, mais je pense quand même que c'est quelque chose auquel il faut penser. Manchester City va probablement... Il y a de grandes chances qu'ils disparaissent de la carte. Arsenal, pas encore les épaules assez larges. Chelsea, bon, bah, n'importe quoi. Hein, donc, donc voilà. Donc je pense que Newcastle, qui est un projet qui se construit très très bien, qui joue très bien au football et c'est pas du tout tourné vers les stars, mais des recrutements très intelligents. Et puis Manchester United, qui a maintenant un vrai homme fort à sa tête avec Eric Ten Hag et qui va probablement bénéficier de très gros investissements bientôt. Bah, je pense que c'est peut-être le nouveau duel de la Première Ligue après Manchester City, Liverpool pendant beaucoup d'années. Bah, là, ça va être probablement Manchester United, Newcastle. On en reparlera d'ici une saison ou deux. J'espère que, peu importe, hein, on verra bien, mais peut-être que je me serais trompé, mais je pense pas. J'ai pas l'impression. Un petit commentaire. Par contre, en Première Ligue, malgré ma grippe, j'ai osé regarder Chelsea. Quel cata. Joao Félix, plus beau but du mois de février à Chelsea. Normal, c'est l'unique but en Première Ligue du mois de février. Oui, absolument. Mais l'intégration de Joao Félix, c'est pas mauvaise. Hein. Il est pas mauvais depuis qu'il est arrivé à Chelsea. En revanche, c'est vrai que l'équipe, le collectif, il y a rien du tout. En même temps, il a créé les Dallas Cowboys de Chelsea. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a 60 joueurs à l'entraînement. Je sais même pas comment Graham Potter arrive à s'y retrouver et à maintenir tout le monde un petit peu motivé dans cette équipe parce que il y a trop de monde, quoi. Il y a trop de monde. En tous les cas, voilà. Oui, comme dit Craig Corle-Droudieu, après, faut pas oublier que ça reste la Carabao Cup. Oui, mais ça faisait 6 ans que Manchester United n'a pas gagné de titre et c'est pas anodin, comme dirait Chérou. C'est très important. Donc voilà. En tous les cas, ça c'est pour la Première Ligue. Et maintenant, on passe à la Bundesliga. Hein. On a déjà dépassé les 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on est bien ensemble. Le Bayern remet les pendules à l'heure. Alors hier, effectivement, il y avait un choc au sommet. Hein. On va dire que le championnat d'Allemagne est en train de se jouer entre 3 équipes, hein, le FC Union Berlin, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Et c'est vrai que hier, il y avait un Bayern FC Union. Ça fait quelques semaines, hein, peut-être qu'il y a des gens qui suivent le Bayern dans les commentaires, mais ça fait quelques semaines que le Bayern est en dents de scie, même contre Paris, ça n'a pas été une super prestation. En Allemagne, souvent, ils se trouent, ils font des matchs nuls, des fois ils perdent des matchs. C'est quelque chose que le Bayern ne nous a pas habitués à faire. Ils sont d'habitude très très réguliers. Hein. Ça fait 10 titres d'affilée qui gagnent. Hein. Donc effectivement, c'est pas du tout l'habitude du FC Bayern d'avoir ces sautes de compétitivité. Néanmoins, cette saison est une saison vraiment particulière avec la Coupe du Monde. Après, avant la Coupe du Monde, il y avait aussi eu ces sautes de compétitivité. Donc, on peut pas tout mettre sur la Coupe du Monde. Je pense que Nagelsmann a du mal à vraiment faire prendre la sauce au FC Bayern. Faut dire en même temps que à chaque fois que je regarde le FC Bayern jouer, il y a toujours une nouvelle composition tactique. Je n'arrive pas à vous dire en quoi joue le Bayern. Donc c'est assez compliqué. Un petit point, Thomas Müller, monstrueux, ça passe sur comment est un régal. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Thomas Müller aussi bon sur un match. Ouais. Alors, ça, c'est aussi une des victoires de Nagelsmann, c'est que Nagelsmann a mis Thomas Müller sur le banc pendant quelques semaines, hein, si je ne m'abuse. Et alors, il rentrait en cours de match, etc., mais il était plus titulaire. Et c'est vrai que le remettre ça l'a remotivé, je pense. Et là, il a les crocs comme jamais. En tous les cas, le match qu'il fait contre l'Union Berlin, c'est assez incroyable. Non, franchement, c'est vrai que Müller hier a été probablement le meilleur joueur du match, je pense, avec Kingsley Coman justement. Il y a le retour de Mané aussi, nous dit Forza Juve. Effectivement, une rentrée qui est plutôt bonne en plus. Hein. Il fait une bonne rentrée, Sadio Mané. Ça fait plaisir de le voir parce que franchement, Sadio Mané, pour moi, c'est pas une question de est-ce que Sadio Mané est un joueur extraordinaire, etc. C'est juste il donne l'impression, comme ça, d'après ce que j'ai lu sur lui, etc., et on l'a tous fait, d'être un bel être humain. Et ça fait plaisir dans le football d'avoir des gens qui sont pas uniquement fixés sur l'apparence, etc. Sadio Mané, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très très simple, qui aime le football,
qui utilise son argent souvent à bon escient. Donc franchement, respect, et ça me fait vraiment plaisir de Kingsley Coman. Bravo, je sais pas qui écrit Cor le Droudieu, mais je suis très content que tu sois dans le chat parce que tu fais de très bonnes blagues. Kingsley Coman. Oui, alors, parce que en fait, en théorie, hein, il y a beaucoup de gens qui l'appellent Kingsley Coman, mais son nom se prononce Coman, pour de vrai. C'est pas Coman. Donc voilà, ça fait mieux Coman. Ah Jeff, salut Jeff. Donc voilà, et donc c'est comment la prononciation officielle. Mais Kingsley dit, ça me dérange pas si on m'appelle Coman ou Coman, je m'en fous. Mais son vrai nom c'est Coman. Donc voilà, pour savoir, juste pour préciser. En tous les cas, le Bayern a remis les pendules à l'heure, 3-0 en 34 minutes, je crois. Enfin, bref, en première mi-temps, ils les ont éteints. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 46e, donc en 46 minutes. En gros, ils éteignent tout. Jamal Musiala fait un super match. Donc, Kingsley Coman comment justement, Müller font un super match. Donc le Bayern, en tous les cas, a tapé du poing sur la table. Et là, maintenant, je pense que ça va être un espèce de mano à mano avec le Borussia Dortmund jusqu'à la fin. Der Klassiker, cette fois-ci, parce que ce sera Der Klassiker, va être très, très important, je pense, dans la course au titre. J'espère que Dortmund, le club qui nous déçoit chaque année, quoi qu'il arrive en Allemagne, va être là. Alors, je ne souhaite pas pour tous les supporters du Bayern, dont ceux qui sont dans mon cercle d'amis, mais j'aimerais bien pour le championnat d'Allemagne qu'il y ait une espèce d'alternance. Ça ferait du bien au championnat d'Allemagne que le Bayern ne soit pas champion. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc voilà. Forza Youth qui dit le Bayern PSG me hype de fou, et pourtant j'aime aucune des deux équipes, mais ça peut faire un match de dingue si les stars sont là. Oui, c'est vrai, mais moi, alors je vais te dire, j'ai vraiment l'impression que le Paris Saint-Germain peut le faire et peut gagner 2-0 ou 3-1 au Bayern. Donc parce que je les sens vraiment revanchards, surtout le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire Kylian Mbappé, et le Bayern, en fait, alors ils peuvent être dans un bon soir, mais ils sont souvent pas dans un bon soir depuis le début de saison. Donc je sais pas, moi ils m'ont pas impressionné à l'aller, et j'ai pas l'impression que en 3 semaines il va y avoir une révolution. Un bon match comme ils ont fait hier contre le FC Union Berlin, ils l'avaient déjà fait par le passé en Bundesliga, et derrière le match suivant, des fois en fait ça s'effondre complètement. Donc voilà. Ça dépend si la tactique c'est la passe la balle à Kylian et laisse le faire. Ouais, c'est à peu près ça, quand t'as le meilleur joueur du monde. Tu sais, quand t'avais Messi au Barça, c'était un peu passe la balle à Messi et puis on verra bien ce qu'il dit. On verra bien ce qu'il fera quand le Barça dominait, je parle. Donc oui, donc c'est... Je pense que c'est un peu ça, mais ils ont Messi, mais ils ont Ekitike, non je rigole, c'est une blague, mais ils ont des bons joueurs au milieu de terrain, ils ont des défenseurs qui tiennent la route, ils ont des bons latéraux. Alors c'est sûr que Hakimi, je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui il y a une femme qui a déposé plainte pour viol contre Hakimi, donc je sais pas dans quel état d'esprit il va être, et je sais pas s'il va être dans le meilleur état d'esprit de sa carrière ou de sa vie, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, je pense que ça te touche des deux questions. Moi je remets absolument pas en question ce que dit la dame, je sais pas, il va y avoir une enquête et puis on verra bien, mais c'est la présomption d'innocence qui prévaut en France en l'occurrence. Donc voilà, et en Suisse aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pour l'instant il est innocent, il va y avoir une enquête, s'il est coupable, il est coupable, s'il est pas coupable, voilà, mais dans les deux cas, de toute façon, tu es perturbé par cette affaire. Tu peux pas regarder ça et te dire oh ça va tranquille, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui m'accuse de viol. Donc voilà. Ils ont surtout perdu Kipembe, ouais, c'est vrai. Paris hier pour toute la saison, gros coup dur pour eux, oui, parce que Kipembe c'est un peu l'esprit du Paris Saint-Germain, c'est le seul Titi, on l'a vu, quand il est allé voir les supporters, etc. Donc oui, ça va être, en tous les cas, le PSG Bayern, quoi qu'il arrive, va être intéressant, que ce soit le Paris Saint-Germain qui s'en sorte, ou le Bayern qui leur roule dessus, ou un match complètement fou. T'as tout à fait raison, Forza Youth, je pense que ça va être vraiment, en tous les cas, très intéressant. Et puis là, de toute façon, tous les 8e de finale de retour de Ligue des Champions vont être intéressants, à part probablement le Francfort, le Naples-Francfort, parce que je pense que Naples les a éteints.
Et puis en plus, leur meilleur joueur est suspendu. Enfin, d'ailleurs, leurs 2 meilleurs joueurs, parce que Gozzo aussi est suspendu. Donc, Gozzo Colomwani, bon, je pense pas qu'il gagne 3-0 à Naples, qui est certainement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Ça m'étonnerait. Donc, je pense que pour Naples, c'est plié. Après, pour tous les autres, c'est très serré. Hein, c'est que des 1-0, hein, quasi. Hein. Donc, je pense que ça va être... Oui, alors, ok, il y a Liverpool. C'est vrai, pardon, je suis désolé, j'avais oublié. Real-Liverpool, c'est vrai que c'est très compliqué, mais Liverpool est tellement dans un trou que... Bon, j'avoue, je les avais même oubliés. Donc voilà, je suis désolé, Jeff. Hein, j'aimerais dire des choses super bien de Liverpool. En début d'émission, on a parlé de Kylian Mbappé à Liverpool. Ce serait bien. Ce serait cool pour lui et tout, mais on doute du fait que Kylian Mbappé mette que Liverpool, pardon, mette ce type de salaire ou ce type de transfert d'habitude. Donc je pense pas qu'ils le font. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, ça a été encore un excellent moment pour moi de passer du temps à parler de football avec vous. Merci beaucoup à tous les gens qui étaient dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr revoir cette vidéo sur Twitch, mais aussi sur YouTube maintenant, revoir l'intégralité de la vidéo, et puis bien sûr réécouter tout ça en podcast. Si un jour vous pouvez pas assister au live, n'hésitez pas, il y a les podcasts sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, wherever, on est là, on est présent. N'hésitez pas à nous noter, et puis à mettre des petits pouces bleus, des étoiles, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. On se retrouve jeudi, et puis n'oubliez pas, hein. Ciao les gars, ciao.